Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour ce Tech Live. Aujourd'hui, nous retrouvons pour le deuxième Tech Live de ce mois-ci consacré à l'éco-conception des services numériques. Au cours de cette session, je vais partager avec vous mon retour d'expérience sur la mise en place d'une démarche d'éco-conception dans un projet concret, une migration d'un service numérique, et nous verrons ensemble les défis rencontrés, les bonnes pratiques adoptées et aussi les leçons tirées de cette expérience. Je vais tout d'abord commencer par me présenter. Alors, je m'appelle Mohamed Amin, j'ai 32 ans et 8 ans d'expérience dans le domaine des systèmes de l'information. Je suis diplômé en ingénierie informatique industrielle et instrumentation en 2017. J'ai débuté ma carrière dans l'industrie aéronautique en tant qu'ingénieur en transformation digitale. En 2019, j'ai déménagé à Toulouse et rejoint le monde des sociétés de services où j'ai occupé divers postes pour différents clients. Au fil des années, je me suis spécialisé dans le numérique responsable et j'ai obtenu plusieurs certifications en Green IT et éco-responsabilité des services numériques, éco-conception des services numériques et analyse de cycle de vie des services numériques. Depuis le début de l'année, j'ai intégré Clanic en tant que tech lead et chef de produit et spécialiste en numérique responsable. En dehors de mon travail, je suis passionné de musique, je fais vibrer des cordes en tant que guitariste, le sport, parce que je laisse jamais tomber la balle, étant joueur de volley en club, et je suis aussi passionné de la mécanique automobile. En ce qui concerne le déroulement de la présentation, pour commencer, je ferai une brève introduction afin d'expliquer quelques terminologies clés et rappeler certains points importants pour la suite. Ensuite, nous enterrons nous entrerons directement dans le vif du sujet en explorant le contexte du projet, les objectifs et surtout la question centrale, pourquoi cette migration? Pour la troisième partie, nous verrons ensemble comment appliquer une démarche d'éco-conception à ce projet. Un point intéressant nous attend dans le quatrième chapitre où nous parlons de l'impact écologique du cloud et je vous montrerai également comment intégrer des outils permettant d'évaluer l'impact environnemental de notre service numérique. Enfin, nous conclurons avec un récap des points abordés avant de consacrer un temps d'échange pour répondre à vos questions. Commencer par l'introduction. Pour commencer, une question qui se pose, comment on définit un service numérique? En fait, derrière chaque geste numérique quotidien, il y a un service numérique. Par exemple, réserver un billet de train, acheter un produit en ligne, suivre une formation à distance et bien d'autres. Ils sont tous des services numériques. En plus, une autre définition, un service numérique repose sur un ensemble de logiciels, de matériel, d'infrastructures, mais aussi sur d'autres services numériques qui interagissent entre eux. Un petit rappel, les trois, les trois impacts majeurs du numérique. Le premier est l'émission de gaz à effet de serre, où le numérique représente à peu près 4% des émissions à l'échelle mondiale. Le deuxième, c'est le MIPS, ou bien le sac à dos écologique. Il mesure la quantité de matière déplacée pour fournir un service numérique. Et ou les écrans, oui, c'est les écrans qui sont le plus impactants en raison de l'extraction et de la transformation des ressources. Et le troisième, c'est bien la consommation d'eau. En fait, l'eau est utilisée à toutes les étapes, la fabrication, la production d'électricité et aussi le refroidissement des infrastructures numériques. Est-ce que la phase de fabrication est la phase qui est la plus d'impact? La réponse à cette question est oui et non. En fait, oui pour les smartphones, les ordinateurs et les écrans,
La fabrication est la phase ayant le plus d'impact environnemental en raison de l'extraction des matières primaires et de la production des composants. Non pour les serveurs, parce que l'impact majeur, il provient principalement de leur consommation d'eau pour le refroidissement et leur consommation électrique en phase d'utilisation. J'ai mis en évidence 3 éléments clés en rouge qui guideront notre étude par la suite. Maintenant que nous avons posé les bases sur l'impact environnemental du numérique, intéressons-nous à notre projet. Alors, notre application, c'est quoi exactement? Notre service numérique est un EAI, Enterprise Application Integration, et il fonctionne comme un ETL, Extract Transform Load, mais sans inclure de base de données intermédiaire. En gros, il faut le voir comme un système de messaging qui permet l'échange de données entre un ERP et un MES. Les fonctions de base de notre système sont la recherche de données, comme les fichiers plats, la recherche de données à partir des bases de données, la conversion, la transformation et le déplacement, la suppression et la validation de ces données-là, et il est généralement utilisé comme une fonction liée à un MES. L- L'objectif du système est d'exécuter des tâches de deux manières différentes, les tâches planifiées de type cron et aussi les tâches déclenchées, qui peuvent être déclenchées via des événements ou bien manuellement. La nature des tâches effectuées sont la copie, le déplacement, la suppression des fichiers, l'insertion et le requêtage des bases de données et aussi le transfert des fichiers. Et il couvre plusieurs moyens de communication comme l'OPCUA, le HTTPS, le SOAP, etc. Voilà une modélisation fonctionnelle de notre système. À gauche, on a un ERP et son répertoire. À droite, on a notre MES et le système, notre application ou bien notre service numérique, il se situe entre les deux. Il est composé de 4 types de connecteurs et il permet également d'effectuer plusieurs tâches en parallèle. Les 4 types de connecteurs, on a les event listeners, les connecteurs de type source, les connecteurs de type transformation et les connecteurs de type destination. Il faut savoir aussi que notre système, il fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire on peut avoir l'AMES à gauche et le RP à droite. Le contexte de migration, mais pourquoi on fait cette migration? En fait, notre service numérique, la version, la première version ou bien l'ancienne version, c'est un service Windows qui fonctionne sur un seul serveur. Au démarrage, tous les DLL contenant les actions possibles sont chargés. Les définitions de tâches sont lancées au démarrage. Ce mode de fonctionnement impose un redémarrage de système à chaque ajout ou bien modification ou bien suppression d'une tâche spécifique. La nouvelle version vise à couvrir des fonctionnalités qui ne sont pas présentes, qui ne sont pas disponibles dans la version actuelle. Première fonctionnalité, c'est le failover management, la gestion de basculement pour la reprise après incident, par exemple. Deuxième fonctionnalité, c'est la redundancy management, c'est la gestion de la redondance pour assurer une résilience du système. La troisième fonctionnalité, c'est le load balancing management, c'est la gestion de l'équilibre de charge en raison d'augmentation de charge. Et le dernier, c'est le rolling update. C'est la possibilité d'ajouter et modifier les tâches sans avoir arrêté le système ou bien redémarrer le système. À ce stade-là, je n'ai pas encore introduit la notion d'éco-conception et mon objectif était de vous présenter les problématiques telles qu'elles nous ont été exprimées et présentées par notre client. Maintenant qu'on a compris le contexte de notre projet, intéressons-nous à la démarche d'éco-conception de notre service numérique. Première chose à faire avant d'attaquer n'importe quel type de travaux, il est important de savoir se situer par rapport aux 4 niveaux d'éco-conception.
qui sont comme suit. Le premier niveau, c'est l'optimisation technique. Le deuxième, c'est l'architecture du service et le choix de technologie. C'est-à-dire ici, on doit redéfinir l'architecture de service et refaire les choix technologiques. Le troisième niveau, c'est une innovation fonctionnelle. Et le quatrième, c'est une solution radicale. Il faut penser à une solution radicale et une innovation de rupture. Par exemple, pour notre service, peut-être de ne plus utiliser un service intermédiaire et intégrer toutes les fonctionnalités dans l'MES ou bien dans le l'ERP. Les contraintes principales qui définissent le niveau d'éco-conception sont le budget, bah, les contraintes pour n'importe quel type de projet, hein, c'est le budget, bah, le temps et le scope aussi qui est parfois imposé par le client. Et dans notre cas, en prenant en compte ces trois contraintes, on a adopté une démarche de niveau 2. Du coup, nous avons redéfini bah, l'architecture de notre projet et on a refait les choix technologiques pour mieux répondre aux besoins du client et aux enjeux environnementaux. Et pour effectuer cette démarche de niveau 2, il faut intervenir sur les trois leviers d'une démarche d'éco-conception. Pour la conception technique et fonctionnelle, qui sont des étapes en amont de cycle de vie, on vise à augmenter l'efficience et la frugalité. En réalité, on cherche à réduire le gras numérique et adopter une posture de sobriété. Pour l'hébergement et l'implémentation, on essaie de réduire la puissance au maximum. Alors, sur la phase de conception, on a mis en place une architecture et on a adopté une solution basée sur du cloud. Et généralement, elle est basée sur ces trois technos-là, c'est-à-dire euh, Kubernetes dans le cloud, serverless workflow et FAS. Et ces trois technos-là répondent à nos contraintes de base qui sont exprimées par notre client. Pour la gestion du basculement, pour la reprise après incident, ici je parle de failover management. Pourquoi Kubernetes? En fait, Kubernetes gère automatiquement le redémarrage des conteneurs en cas de panne. Et pourquoi serverless workflow? Avec une approche serverless, les services peuvent être redémarrés instantanément. Pour deuxième contrainte, la résilience du système, c'est-à-dire la gestion de redondance. Pourquoi Kubernetes? En fait, Kubernetes, il permet de déployer plusieurs instances d'un même service sur plusieurs nœuds. Et pourquoi le serverless workflow est là? On parle en fait du serverless workflow parce qu'il permet de dépliquer et d'exécuter des tâches sur plusieurs environnements sans interruption. Pour le troisième, le load balancing et la gestion de l'équilibrage du système, le Kubernetes offre un équilibrage de charge automatique entre les pods et il permet une montée en charge dynamique grâce au HPA, c'est Horizontal Pod Autoscaler. Et pour le FAS, les fonctions s'exécutent à la demande, en fait, ils ne s'exécutent pas au moment de lancement du système, mais c'est juste à la demande et ne consomment pas de ressources en dehors de leur exécution. Et pour le dernier, la dernière contrainte, c'est le rolling update, c'est-à-dire la possibilité de modifier une tâche sans redémarrer le système. Pourquoi Kubernetes? En fait, c'est parce que Kubernetes gère le déploiement progressif, le rolling update tout court, et il permet de modifier les services sans interruption. Et pourquoi serverless workflow est FAS? Parce que chaque workflow, il est indépendant d'un autre workflow. Et pareil, chaque fonction FAS est indépendante. On peut donc ajouter, modifier une tâche sans affecter les autres tout simplement. Là, vous dites peut-être, c'est quoi le rapport avec l'éco-conception? En fait, plusieurs initiatives et outils associés à Kubernetes visent à améliorer l'efficacité et l'efficience énergétique des infrastructures informatiques, ce qui peut contribuer à une réduction de l'empreinte de carbone. Par exemple, là, je cite le projet Kepler,
Kubernetes Based Efficient Power Level Exporter, qui était présenté durant le KubeCon dernièrement, c'était, je pense, en fin 2023, développé par Red Hat et en collaboration avec IBM Research et Intel, et conçu pour mesurer la consommation énergétique des charges de travail dans les environnements Kubernetes. Et là, en fait, cette étude-là, il a sorti un résultat, c'est-à-dire, ils ont fait la comparaison entre un service qui tourne sur un serveur dédié, ils l'ont migré sur Kubernetes, ils ont réduit l'impact écologique entre 30 et 50%. Toujours basé sur cette même étude, une migration du Kubernetes vers du serverless permet de réduire l'impact écologique entre 20 et 30%. Du coup, là, je vais vous partager le schéma d'architecture système de notre solution. Comme déjà mentionné, on a notre cluster Kubernetes. Là, j'ai mis juste un seul nœud, mais en réalité, c'est plusieurs nœuds. Mais dans un seul nœud, on a à gauche l'ingress controller, un GNX, on a utilisé un GNX pour la gestion des flux et les cloud events. Dans notre worker node, on a Synapse WFMS, Workflow Management System, qui est un orchestrateur de tâches avec une gateway et notre plateforme face qui est Knative. En fait, comment ça fonctionne? Un cloud event, quand il arrive, il passe par notre ingress controller vers notre orchestrateur de workflow Synapse, qui crée des instances des pods à la demande, cette demande-là. Il crée des pods qui contiennent des workflows. Ça pourrait être un seul workflow ou bien plusieurs. Et en passant par la gateway, nos workflows font l'appel à nos fonctions qui sont instanciées et créées par notre plateforme face. Maintenant que nous avons vu ensemble comment appliquer le premier levier d'éco-conception, qui est la conception technique et fonctionnelle, passons au deuxième levier qui est l'hébergement de notre service numérique. Et nous allons parler un peu du cloud. En fait, un impact environnemental significatif et une forte croissance. Là, on parle du cloud. Le numérique et l'IA, une industrie en pleine croissance, avec un impact environnemental ou bien des impacts environnementaux de plus en plus importants. Le secteur du numérique, aujourd'hui, représente à peu près 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La consommation totale d'énergie des data centers devrait dépasser les 1000 TWh d'ici 2026. Et à cause de quoi, en fait? L'intelligence artificielle, en fait, elle augmente encore davantage l'impact du cloud computing. En 2023, la GCP, Google Cloud Platform, a annoncé une augmentation de 48% de ses émissions totales de gaz à effet de serre par rapport à 2019, principalement due à la demande énergétique croissante causée par l'intensité accrue de calcul liée à l'IA. Microsoft, pareil, a également enregistré une augmentation de 29%. En fait, si rien n'est fait d'ici 2050, l'empreinte carbone pourrait tripler, la consommation d'énergie pourrait doubler et les ressources utilisées pourraient presque quadrupler. Mais quelles sont les métriques clés pour évaluer l'impact du cloud? En fait, en effectuant une analyse de cycle de vie en se basant sur l'RCP référentiel par catégorie de produits, qui est une évaluation plus précise et complète, partie sur 3 scopes. Le premier scope, c'est l'énergie fossile. Exemple, euh, les générateurs de secours, qui représentent à peu près 4% d'impact. Le deuxième scope, on parle d'électricité consommée, qui représente à peu près 15% d'impact. Et le troisième scope, c'est les hardware, data center, le réseau, et impact des employés qui représentent 81% d'impact. Ce scope, il comprend les équipements, les bâtiments et même le transport des employés. En fait, cette analyse permet de sortir deux métriques clés qui sont le WUE,
Water Usage Effectiveness, ça permet de mesurer la consommation d'eau dans les data centers, incluant l'eau utilisée pour le refroidissement des équipements. Et certains data centers peuvent consommer de grandes quantités d'eau pour leur refroidissement. Le deuxième, c'est le PUE, Power Usage Effectiveness, qui mesure l'efficacité énergétique d'un data center. C'est le ratio entre la consommation énergétique totale d'un data center et la consommation énergétique des équipements informatiques. Un PUE faible signifie que le data center est énergiquement efficace. Exemple de quelques fournisseurs de cloud et leurs métriques partagées. Là, on a AWS, Google, Azure, OVH et Scaleway. Par exemple, pour Scaleway, ils ont une consommation de PUE euh, à 1,38 et pour OVH 1,28. Et on voit que Google, en fait, ils sont les plus efficaces avec un score avec un PUE égal à 1,1. En réalité, un PUE moyen du marché, c'est aux alentours de 1,58 et un WUE moyen du marché aux alentours de 1,8. Ici, pour le premier fournisseur, qui est bah, là, on va voir comment choisir en réalité un fournisseur de cloud. Là, chez le même fournisseur, j'ai pris cette capture directement de chez un fournisseur qui est ici Scaleway. Et pour deux zones différentes, Paris 2 et Warsaw, le ratio est x16. Parce que tout simplement, le mix énergétique est plus carboné en Pologne. Le deuxième critère pour choisir, pour le choix, c'est vraiment ces critères et le choix de ressources. Ici, exemple, les ressources avec deux configurations différentes, le ratio est 3,5 fois. En gros, un PUE de 1,6 correspond à la moyenne des data centers en France et un WUE entre 0,2 et 0,5 est considéré comme efficace et performant. Toujours chez le même fournisseur, on peut avoir un rapport d'impact environnemental complet de nos ressources louées à la fin de chaque mois. Le rapport ressemble à ça avec deux métriques clés, la consommation d'eau et l'émission de gaz à effet de serre. Maintenant que nous avons vu ensemble quels sont les critères clés pour choisir un fournisseur cloud, nous allons voir ensemble quels sont les outils que nous pouvons mettre en place pour quantifier notre impact en production, mais aussi comment évaluer les résultats de notre démarche. Pour les outils de mesure de l'empreinte carbone d'un cluster Kubernetes, là, je peux citer ces trois outils. CCF Cloud Carbon Footprint, Kepler, Scaphandre. Pour leur compatibilité avec le cloud, le problème avec CCF, qu'il est compatible que avec AWS, Azure et GCP. Par contre, Kepler et Scaphandre travaillent ou bien fonctionnent sur tout type de tout type de cluster Kubernetes. Est-ce que CCF permet de calculer l'empreinte carbone? Oui. Par contre, Kepler et Scaphandre, non. Mais vous dites pourquoi on les mentionne s'ils peuvent, on ne peut pas les utiliser pour calculer l'empreinte carbone. C'est tout simple parce que ils nous fournissent la consommation énergétique. Et en se basant sur cette consommation énergétique, on peut calculer notre émission de CO2 en se basant sur le facteur d'émission, par exemple ici OVH, et pour plusieurs zones, on peut appliquer ce facteur d'émission pour avoir la quantité de CO2 émis. En ce qui concerne la précision, CCF il se base sur une démarche approximative. Par contre, Kepler et Scaphandre, les deux, ils sont très précis. Une petite différence entre Kepler et Scaphandre, c'est dans leur méthode de calcul, mais aussi sur la mise en place. En fait, Kepler, nous, par exemple, pour notre solution, était parti sur une solution sur Kepler. On l'a déployé parce que tout simplement, c'est le plus simple à déployer.
Maintenant, comment évaluer notre démarche d'éco-conception? Bah, la réponse, c'est par l'établissement d'un score d'éco-responsabilité. Il est basé sur des référentiels. Bah, ici, j'ai mis 2 parce que le nombre de référentiels qu'on a utilisé, nous, pour développer notre propre outil de calcul de score, on s'est basé sur l'ARGUSN, le référentiel général d'éco-conception de services numériques, et le WSG, qui est le Web Sustainability Guidelines, la première version. Pour donner bah, un indice entre 0 à 100, plus plus le score est élevé, plus nos pratiques sont considérées comme éco-responsables. Et après, en se basant sur 11 thématiques, et chaque thématique a ses propres critères associés, qui vont de l'étude de la stratégie et de la gouvernance jusqu'au les décommissionnement et l'après-vie de notre service. Mais comment ce score est-il calculé? Bah, il y avait notre fournisseur qui nous a posé la question: OK, bah, vous avez fourni avec la solution un score, mais comment il est calculé?» En fait, il est calculé sur la bonification et la pondération. En fait, cette pondération, c'est une combinaison des pondérations attribuées à chaque item du RGSN et WSG. Pour le système de bonification, pour la RGSN V2, il est basé sur 2 critères. En fait, critères de priorité, par exemple, c'est pas un exemple, mais comment c'est calculé, c'est-à-dire on attribue 3 points pour une recommandation de type prioritaire, 2 points pour une recommandation de type recommandé, et pour une recommandation de type modéré, on attribue 1 point. Et pour le deuxième critère, c'est le niveau d'effort reconnu. C'est-à-dire là, 3 points pour une recommandation de type fort, 2 points pour une recommandation de type moyen, mais 1 point pour une recommandation de type faible. En ce qui concerne le WSG, on attribue 3 points pour une recommandation de type high, une recommandation de type medium, on attribue 2 points, et pour le low, on attribue un seul point. Par contre, si un item est indiqué comme non applicable, il n'est pas pris en compte et dans le calcul de score global, c'est-à-dire c'est que là, la note ne subira pas de malus du fait de l'absence de ce critère. Voilà, en fait, là, je partage avec vous un exemple d'un rapport généré avec l'outil qu'on a développé en se basant sur ces 2 référentiels. À quoi ça ressemble? Une première partie où on donne des métriques sur la quantité de gaz à effet de serre émise par ETP, équivalent temps plein, c'est pendant la période du projet. La quantité de gaz à effet de serre émise par chiffre d'affaires et aussi par jour homme consommé. Ces métriques sont basées sur le bilan carbone de l'entreprise, qu'on a intégré dans notre rapport. Après, une deuxième partie qui est un diagramme qui montre l'évaluation de chaque thématique. Quatrième et cinquième partie, on montre le score. Là, on est sur un score de 84,44%, ce qui est un score de A. En fait, on était à D avant. Et après, un petit diagramme qui montre le profil de conformité pour chaque thématique. Et enfin, dans notre rapport, on a le score par thématique. Comme ça, on peut savoir quelles sont les thématiques qu'on devrait travailler plus ou bien mettre plus d'efforts. On passe maintenant à notre conclusion et je vais vous donner les tips and tricks sous format d'une feuille de route pour appliquer une démarche d'éco-conception sur vos projets. Et là, on parle d'un cycle de vie d'un projet IT outillé. Là, je partage avec vous les différentes étapes d'un projet. Bah, quel que soit le type de projet, ce sont les étapes normaux. En fait, la phase exploration, c'est pour comprendre la problématique. Là, les outils qu'on peut mettre en place,
KPI de sobriété numérique, les personas avec contraintes techniques, la liste de renoncement. Pour la phase de conception, on peut utiliser les 115 bonnes pratiques d'éco-conception web, l'ArcGIS, faire une analyse du cycle de vie, pourquoi pas, le cycle de vie de la donnée et par exemple, on peut même changer les critères d'acceptance dans nos US en ajoutant par exemple un critère, le poids de la page. Il ne faut pas dépasser un certain nombre d'éléments pour une page web. Ce qui concerne la phase de développement, il y a la conception, il y a outil index, EcoIndex, qui était mentionné avant, durant l'ancien Tech Live, mais je rappelle, EcoIndex, c'est un outil qui permet de calculer ou bien de faire le score d'une page web. Le Green IT Analysis et le Green Code en Sonar. Nous, par exemple, sur la phase de développement, on a rajouté le Green Code en Sonar. C'est un plugin Sonar qui permet de faire une analyse du code, remonter des problèmes et donner des règles pour appliquer des bonnes pratiques sur la phase de développement. Pour la production, il faut penser à un hébergement responsable en prenant en compte le PUE et WE, partir sur une posture de FinOps et à ajouter des outils de supervision. Pour l'utilisation, on peut ajouter des outils analytiques et aussi faire des tests, faire des tests utilisateurs. Ce qui concerne le support, c'est le reporting de bugs, c'est ce qu'on fait souvent. Généralement, quand il y a un bug, il faut le remonter et corriger. Et pour la fin de vie, on parle de la cartographie des adresses IP, par exemple, et le décommissionnement des services ou bien des ressources qui sont plus utilisées. Mais il faut toujours garder en tête que adopter systématiquement une approche éco-responsable sur le design et le développement des applications sur lesquelles on intervient permet de garantir une meilleure performance et maintenabilité de notre solution. Merci de m'avoir suivi. On passe maintenant à la réponse de vos questions. Du coup, je vais basculer sur le chat pour voir si vous avez laissé des questions. Ouais, je vois que pourquoi choisir Knative et pas OVH Face? C'est une très bonne question. Ça n'a pas de lien avec l'éco-conception, mais ça fait partie des choix techniques qu'on a fait. En fait, notre client, c'est un leader mondial en développement des solutions software et hardware dédiées à l'industrie pharmaceutique. Et on est contraint dans l'environnement du fournisseur. Bah, du fournisseur pas de cette solution. Ben, on est on était parti sur une solution chez OVH, je le partage avec toi, hein. On était parti sur OVH, pour l'environnement de dev, de validation et de l'après-prod, mais pas en prod. Pourquoi? Parce que tout simplement, les industriels, ils ont leur propre cluster Kubernetes qui pourra être chez n'importe quel fournisseur, chez AWS par exemple. Et nous, on a développé une solution un peu générique, on va dire. Il suffit d'avoir un cluster Kubernetes, il suffit de faire directement le déploiement sur ce cluster-là. Voilà. Du coup, si on a utilisé OVH Face, on sera contraint d'un environnement bien spécifique qui est OVH et c'est pas possible dans notre cas. Le MIPS, ouais, ou bien le sac à dos écologique. En fait, le MIPS, c'est la quantité de matière déplacée pour
fournir ou bien fabriquer un terminal ou bien fournir un service numérique. Aujourd'hui, par exemple, pour fabriquer un écran, on a besoin d'à peu près 78 différents types de matériaux. Et pour extraire ces matériaux-là, on doit déplacer de la matière, on doit déplacer de la terre. C'est ça ce qui définit l'IMIPS. C'est kilogrammes, hein, c'est la quantité de matière déplacée pour fournir un service numérique. Est-ce qu'on peut remplacer des services ou des web services classiques par du FAS? Oui et non. Bah, théoriquement, oui, mais en pratique, non. En fait, c'est vrai que le FAS, ça a un impact environnemental mineur par rapport aux services, classiques, mais il faut savoir que le FAS, il présente aujourd'hui une grosse contrainte que je le vois, moi, comme une contrainte, c'est le cold start. Faut le voir comme un le cold start, c'est quoi en fait? Faut le voir comme, une ancienne voiture diesel, voilà. C'est-à-dire qu'il faut attendre le matin qu'elle soit chaude, bah, le moteur soit chaud pour pouvoir partir. En face, il y a un délai de latence qui se produit lorsqu'une fonction est invoquée. Après une période d'inactivité, en fait, le pod qui était créé, par exemple sur Knative, il a une durée de vie de 60 secondes, c'est-à-dire après 60 secondes, le service il disparaît. Et ce phénomène, il est dû au fait que la plateforme doit initialiser l'environnement d'exécution avant chaque exécution de fonction. Cela dit, c'est que aujourd'hui sur une solution web, par exemple classique, où il y a l'authentification, tout ça, on va pas, par exemple pour l'authentification, attendre à peu près 5 secondes juste pour vérifier que les données qu'on a rentrées sont correctes. Ça, c'est le cas pratique. Après, il y a des solutions de contournement pour, bah, régler le problème de cold start. Par exemple, faire des pings réguliers à notre fonction, heu, ou bien déclencher, des fonctions à intervalles via un cron. Mais, on revient sur la problématique de base, en fait. Pourquoi faire du fast si on va garder notre fonction, pendant une longue durée et elle va tourner en permanence? Pourquoi? Du coup, ouais, la réponse, il vaut mieux partir sur du fast quand c'est possible, mais il vaut mieux, bah, et garder le service, bah, un service classique quand quand c'est obligatoire, voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je pense que non. Merci beaucoup pour les personnes qui étaient présentes avec nous aujourd'hui. Pour me contacter, bah, n'hésitez pas, même si vous avez des questions qui viennent à la tête après. Bah, vous avez là mon profil LinkedIn, vous pouvez me trouver sur LinkedIn ou bien vous pouvez directement me contacter sur mon adresse mail clanique ou même mon adresse perso, que je la laisse sur ce diapo là. Merci beaucoup.